Merci Monsieur le Président. Je tiens à commencer mon propos par un aveu. Un aveu qui me permettra de comparaître devant vous un petit peu plus sereinement. Voilà, je ne suis pas pénaliste. Et pour faire mon coming out, je suis civiliste, avec des tendances en droit des affaires. Mais malgré tout, rassurez-vous, je vais quand même vous parler un peu de droit pénal, puisque le thème de mon intervention est le suivant: la répression pénale peut-elle être concurrencée par la sanction administrative ? Ce sujet était initialement accompagné d'un sous-titre, un sous-titre qui semble avoir disparu lors de la rédaction du programme, l'exemple des abus de marché. C'est en effet sous cet angle spécifique du droit boursier que je vous propose d'aborder la question des rapports difficiles, conflictuels même, qu'entretiennent la répression pénale et la sanction administrative. Alors on le sait bien sûr, la sanction administrative, qui est connue de longue date en matière disciplinaire, en matière douanière, fiscale, s'est massivement développée avec l'essor des autorités administratives indépendantes et notamment avec l'AMF. Cette prolifération de sanctions administratives a pu faire croire à une forme d'invasion. On a pu y voir une espèce invasive. Et dès 1952, d'ailleurs, le professeur Obi affirmait que les sanctions administratives ne pourraient s'appliquer aux relations générales de l'État et des citoyens sans supplanter d'une manière inadmissible le droit pénal. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit. Et l'exemple sans doute le plus achevé de ce processus est, sans nul doute, l'exemple des abus de marché. Alors rappelons juste que par abus de marché, il s'agit de protéger l'intégrité des marchés financiers et l'intérêt collectif des investisseurs. Concrètement, il s'agit d'un triptyque constitué des opérations d'initiés, de la sanction de la diffusion d'informations fausses ou trompeuses et également des manipulations de cours. Or, l'une des manifestations les plus notables l'une des spécificités les plus notables des abus de marché vient de ce qu'ils sont tous dédoublés. Dédoublés en infraction pénale et en sanction administrative. C'est-à-dire que, par exemple, le manquement d'initié est le pendant administratif du célèbre délit d'initié. Et l'existence de ces doublons systématiques met en concurrence frontale les deux modes de répression. Et l'exemple est d'autant plus paradigmatique que depuis maintenant 2 ans, sous la pression européenne, on constate que les abus de marché sont une sorte de laboratoire jurisprudentiel et législatif dans lequel on constate qu'on essaye tant bien que mal de concilier la sanction administrative avec la sanction pénale. Dans ce domaine, la question qui se pose n'est pas seulement de savoir si la répression pénale est véritablement concurrencée par la sanction administrative. La question est aussi de savoir si elle doit l'être. Autrement dit, on peut essayer de reprendre la distinction, assez schématiquement, la distinction kantienne entre le Sein et le Sollen, distinction entre l'être et le devoir-être. La concurrence entre la répression pénale et la sanction administrative existe, mais doit-elle exister? Et là est justement la question. Alors, ce sont les deux axes de réflexion que je vous propose de développer. En premier lieu, d'abord, la concurrence entre la répression pénale et la sanction administrative existe. Ce constat, longtemps contesté, n'est plus douteux aujourd'hui. Et nous allons voir que, en matière d'abus de marché, cette concurrence a été provoquée, puis déniée, et finalement, elle est désormais consacrée. Cette situation de concurrence a été provoquée assurément. Les délits boursiers, enfin, pour l'essentiel, sont apparus dans les années 70. Et ensuite, avec le constat de la surpénalisation de la vie des affaires, dans les années 80, le législateur a essayé d'autres voies, et notamment la voie des sanctions administratives. Et c'est ainsi qu'avec la loi du 2 août 1989, la commission des opérations de bourse a été dotée également de pouvoirs de sanction des infractions à ses propres règlements. Alors la création d'un ordre de sanctions supplémentaire, à l'époque, n'a pas du tout ému le Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 2 août, dans sa décision du 28 juillet 1989, le Conseil constitutionnel a validé ce pouvoir de sanction administrative dès lors, d'une part, que la sanction susceptible d'être infligée est exclusive de toute privation de liberté,
Et d'autre part, que l'exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis. Donc, depuis 1989, nous avons deux ordres répressifs qui, pour l'essentiel, peu ou prou, répriment les mêmes comportements. Les textes d'incrimination du Code monétaire et financier et ceux du règlement général de l'AMF présentent bien sûr quelques petites différences, mais pour l'essentiel, ils répriment à peu près les mêmes faits et on assiste même plutôt à une certaine convergence. Alors, comme le temps est relativement limité, je ne peux insister sur toutes les convergences, mais je vais juste insister sur celle-ci. Il y a comme convergence principale entre la sanction pénale et la sanction administrative la soumission à un régime la soumission de la sanction administrative à un régime qui emprunte aux garanties du droit pénal, compte tenu du fait qu'il s'agit là d'une sanction au sens de l'article 6 et de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et donc l'appartenance à la matière pénale justifie cette soumission à ce régime. Il y a d'autres évolutions qui se sont dessinées, comme une manière de qualifier qui est identique également, ou des sanctions aussi qui se sont approchées de manière très notable, avec principalement des sanctions pécuniaires. Mais je passe assez rapidement sur ces points-là pour insister sur le fait que cette concurrence qui a été provoquée a été, assez curieusement, immédiatement déniée. En effet, dès l'origine, la concurrence a été déniée. Toujours dans cette même décision COB de 1989, le Conseil constitutionnel a validé le cumul de sanctions pénales et administratives pour un même fait, dans une formule qui reste encore aujourd'hui une sorte de modèle d'argument d'autorité, puisque, je cite le Conseil, sans qu'il soit besoin de rechercher. Si le principe selon lequel une même personne ne peut pas être punie deux fois pour le même fait, donc sans qu'il soit besoin de rechercher si le principe dont la violation est invoquée a valeur constitutionnelle, il convient de relever qu'il ne reçoit pas application au cas de cumul entre sanctions pénales et sanctions administratives. C'est-à-dire qu'on se fiche tellement de ce principe qu'on ne cherche même pas à savoir, on ne s'interroge même pas sur le point de savoir s'il a une valeur constitutionnelle. De toute façon, il ne s'applique pas, et c'est ainsi. Et le Conseil constitutionnel écarte ainsi toute réflexion sur le sujet. Pendant 25 ans, cette décision non motivée va rester la loi d'airain du Conseil constitutionnel, ce qui montre bien qu'il reste peut-être encore quelques efforts à faire au Conseil constitutionnel pour prétendre être une véritable Cour constitutionnelle. La Cour de cassation s'est abritée derrière cette même formule, encore dans un arrêt d'assemblée plénière du 8 juillet 2010. Elle a refusé de renvoyer au Conseil la QPC qui lui était posée, celle-ci ne présentant pas, je cite, un caractère sérieux. Donc, finalement, tant pis pour le justiciable qui est exposé au cumul, tant pis pour lui s'il n'a pas l'intelligence, l'agilité intellectuelle suffisante pour comprendre qu'une condamnation, un peu comme les trains, peut en cacher une autre. Et cette position, à l'évidence, est plus jurisprudentielle. Cette position jurisprudentielle était plus politique que juridique. L'idée était vraiment de ne pas tuer dans l'œuf les sanctions administratives. Mais malgré tout, n'aurait-il pas été préférable pour le Conseil constitutionnel de chercher à inciter à répartir les rôles entre ces deux formes de sanctions, plutôt que de nier, contre toute évidence, qu'elles sont en concurrence? D'ailleurs, les correctifs qui ont été mis en place trahissent quand même l'ambiguïté de la solution. On a déjà cité un de ces correctifs, à savoir la soumission de la sanction administrative aux garanties de la matière pénale. Et d'une certaine manière, la similitude de régime tend à montrer une certaine similitude de nature. Un autre correctif significatif concerne l'hypothèse du cumul des poursuites. Le Conseil a imposé que le montant global des sanctions qui sont éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Et cette limite, qui n'est finalement que l'expression du principe de proportionnalité, montre bien que on n'additionne pas des pommes et des poires. C'est bien la même chose que l'on additionne. C'est admettre que les sanctions sont bien quelque part de même nature. Alors cette position, critiquée en doctrine, a fini par céder sous les coups venus de l'extérieur.
Après avoir été donc longtemps déniée, cette concurrence frontale est maintenant consacrée. Et c'est indirectement au principe non bis in idem que l'on doit cette récente évolution. Principe qui est formulé à l'article 4 du 7e protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, article auquel la France a exprimé des réserves, mais des réserves qui finalement ne sont pas très importantes, puisque le même principe est formulé à l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 14 aussi, paragraphe 7, du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce sont là des dispositions auxquelles justement la France n'a pas apporté de réserve. Dans un arrêt Grande Stevens, assez connu, qui a fait parler de lui, la CEDH, dans cet arrêt donc, du 4 mars 2014, la CEDH a condamné, au nom justement de ce principe non bis in idem, la dualité de répression administrative et pénale pour les mêmes faits. En l'espèce, il s'agissait de la dualité de répression boursière de l'autorité des marchés italienne, mais comme elle présente des similitudes avec la situation française, eh bien, la Cour de cassation s'est ravisée et elle a finalement trouvé que la question avait un caractère sérieux et a accepté de transmettre la QPC, cette fois-ci, au Conseil constitutionnel. Et on connaît la suite. La fameuse décision EADS, dont on a beaucoup parlé, jusque dans la grande presse, décision du 18 mars 2015, par laquelle le Conseil a condamné le cumul des poursuites et des sanctions administratives et pénales pour les opérations d'initiés et vraisemblablement pour les autres abus de marché. Mais le principe non bis in idem n'est pas le fondement que retient le Conseil. Le Conseil, en réalité, s'obstine à ne pas reconnaître à ce principe une valeur constitutionnelle, et il maintient par là même sa position antérieure. Ce qui est regrettable, car finalement ce principe aurait pu trouver plusieurs sources. Il aurait pu s'autoriser bien justement de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme sur la nécessité de la peine, principe qui a déjà permis de constitutionnaliser l'individualisation de la peine. Il aurait pu aussi se fonder sur l'article 9, sur la présomption d'innocence qui est nécessairement mise à mal par l'existence d'une première condamnation lorsqu'on aborde la deuxième procédure. Il aurait pu encore se fonder sur l'article 16 de la Déclaration, article 16 concernant la garantie des droits et la séparation des pouvoirs, lesquels sont toutes deux malmenés par une dualité de répression qui émane de deux pouvoirs différents. Mais le Conseil constitutionnel, on peut le dire à sa fierté, il ne veut pas paraître se prononcer sous la dictée des juges de Strasbourg, et donc plutôt qu'à non bis in idem, le Conseil, qui d'ailleurs ne cite même pas non bis in idem, le Conseil préfère se référer au principe de nécessité des peines de l'article 8 de la Déclaration. Donc c'est directement à ce principe qu'il se réfère. Selon le Conseil, ce principe interdit le cumul dès lors que 4 critères sont réunis, lorsque les dispositions visent les mêmes faits, lorsqu'elles protègent ces dispositions les mêmes intérêts sociaux, lorsqu'elles prévoient des sanctions qui ne sont pas de nature différente, et lorsqu'elles relèvent toutes deux des juridictions d'un même ordre. Ces 4 critères permettent de condamner le système dualiste de répression des abus de marché. Mais dans le même temps, on peut considérer que ces critères condamnent avant tout la pertinence du raisonnement qui a été mené par le Conseil constitutionnel. En effet, le Conseil s'est attaché à 4 critères, alors que la CEDH, elle, ne retient qu'un seul critère, celui de l'identité des faits. Or, le Conseil, avec ces 4 critères, se contraint à des contorsions logiques qui, très vite, ne seront plus tenables. Et on a déjà 2 indices de ces contorsions. Premier indice qui tient aux critères d'identité de nature des sanctions. La décision EADS, en effet, a considéré que les sanctions du manquement et du délit n'étaient pas de nature différente. Et pourtant, interrogé moins d'1 an plus tard sur ces mêmes textes, mais avec l'un dans une rédaction antérieure, le Conseil a considéré que les sanctions étaient, cette fois-ci, de nature différente. Pourquoi? Car dans la version examinée,
la sanction administrative était d'un montant inférieur à celui de la sanction pénale, ce qui n'était pas le cas ensuite dans la version examinée pour EADS. Autrement dit, c'est une analyse assez curieuse, puisque s'il fallait plutôt trouver une différence de nature entre la sanction administrative et la sanction pénale, cette différence de nature était à trouver quand même dans la possibilité qui est réservée au délit d'être l'objet d'une peine d'emprisonnement. Et s'il s'agit d'une personne morale, dans la possibilité de lui infliger l'une des 12 peines prévues par le Code pénal dans ce cas de figure. Donc, dans sa décision du 14 janvier 2016, le Conseil, finalement, valide le cumul des sanctions en cas d'opération d'initié, alors qu'il avait dit l'inverse même pas un an auparavant dans la solution retenue pour EADS. Deuxième indice aussi, qui montre les contorsions logiques du raisonnement du Conseil, le Conseil ne fait plus référence dans ses décisions les plus récentes aux critères qu'il avait pourtant posés. C'est-à-dire que, évidemment, il reprend plus ou moins implicitement 3 de ces critères, mais il écarte le critère d'identité de l'ordre juridictionnel. Ce fut le cas dans les décisions Cahuzac-Wildenstein du 24 juin 2016. Et finalement, pour autoriser le cumul des sanctions pénales et fiscales, le Conseil avance une autre motivation, celle de la complémentarité des procédures pénales et administratives pour les cas les plus graves. Complémentarité, en réalité, le terme ne doit pas faire illusion. Par complémentarité, le Conseil entend plutôt une forme de cumul. C'est une fausse complémentarité. Et surtout, il suscite des questions. Est-ce que c'est un critère supplémentaire? Est-ce que c'est un nouveau critère? Est-ce que c'est le particularisme fiscal qui justifie cette solution? On l'ignore, et par conséquent, on n'est pas plus avancé. Ce qui est certain, c'est que le Conseil constitutionnel, finalement, en se conformant, en n'acceptant pas, d'une certaine manière, se conformer au principe non bis idem, en n'acceptant pas sa valeur constitutionnelle, a préféré avancer à l'aveugle. Et pourtant, c'est bien en conséquence de cette décision EADS, qui les a abrogées, que les dispositions du Code monétaire et financier, qui sont relatives aux abus de marché, ont été refondues, et la loi du 21 juin 2016 organise désormais un aiguillage entre poursuite administrative et poursuite pénale. Donc le cumul ne sera plus possible. Mais hélas, c'est une forme d'occasion ratée, puisque le législateur a préféré gérer la concurrence plutôt que de la raisonner. La concurrence existe, mais la vraie question qu'il aurait dû se poser, c'était de savoir si cette concurrence doit exister. Et c'est là le deuxième point sur lequel je compte insister si j'essaye de faire au plus vite. 2 minutes. Alors je ne suis pas sûr de tenir, mais je vais essayer de faire au plus vite quand même. La concurrence entre les répressions pénales et administratives doit-elle exister? Alors, posée ainsi, la réponse évidemment est non. Il est ridicule d'avoir une situation de concurrence dans l'administration de la justice, car il est totalement illogique de prévoir 2 sanctions qui relèvent de la même matière pénale pour sanctionner un même comportement. C'est un défi au bon sens. Mais si la concurrence ne doit pas exister, cela ne signifie pas forcément que l'une ou l'autre de ces sanctions doit être bannie. Et ce sont là les quelques idées que je vais insister en débordant légèrement. J'en fais l'annonce dès à présent. L'administration, en effet, est légitime à exercer un pouvoir de sanction. Cependant, la sanction administrative doit être employée de manière complémentaire à la sanction pénale et non pas de manière concurrente. Alors, la légitimité de la sanction administrative n'est plus guère contestée désormais. Je vais aller très vite sur ce point. Le principe de séparation des pouvoirs n'y fait pas obstacle. A priori, la décision administrative ne change pas de nature, elle ne devient pas judiciaire. On ne peut non plus considérer qu'elle entrave la séparation des pouvoirs, qui finalement doivent plus collaborer qu'être dissociés. C'est la logique d'ailleurs qu'on avait à Montesquieu, et à l'étranger, on observe qu'il existe de véritables infractions administratives, celles qu'en Italie ou en Allemagne, où elles sont particulièrement développées. D'autre part, la sanction administrative est légitime dans la mesure où elle est un instrument efficace dans le domaine de la régulation. Et dans le domaine de la régulation, on ne peut véritablement considérer que la sanction pénale serait aussi efficace, puisque d'abord, les garanties du droit pénal sont bien plus lourdes à mobiliser
Et pour un droit de régulation qui doit réagir rapidement et efficacement, il est vraisemblable que ce serait un handicap. Ensuite, le raisonnement du juge pénal n'est pas le même non plus. Celui qui sanctionne n'est pas dans la même logique que celui qui doit assurer le fonctionnement d'un système. La technicité est également un élément important pour justifier le bien-fondé de ces mesures de sanctions administratives dans le cadre de la régulation. On peut douter que le juge pénal aurait la capacité à surveiller les millions de transactions qui sont effectuées régulièrement, et on peut aussi douter, en dépit du Code de procédure pénale qui confère une compétence exclusive à certains organes, eh bien, on peut malgré tout douter qu'ils puissent parvenir à une égale maîtrise de la complexité de ces hypothèses compte tenu de leur quantité. Une dernière raison d'ailleurs aussi tient au fait que le droit de la régulation est un droit qui appelle énormément de création normative, et le principe de l'égalité serait de nature à entraver la réactivité nécessaire pour ce droit de régulation, puisqu'il faudrait à chaque fois prendre de nouveaux textes législatifs ou réglementaires. Donc, si la légitimité du pouvoir de punir de l'administration n'est pas contestée, ni même contestable a priori, malgré tout, il serait intéressant de le repenser pour éviter une concurrence stérile et pour préférer un rapport de complémentarité. En effet, ce rapport de complémentarité, il aurait dû et pu être intégré dans la réforme récente des abus de marché. Cette réforme récente a eu lieu par la loi du 21 juin 2016, qui a refondu la question, mais qui finalement a mal fait les choses. Et je dirais que en paraphrasant un peu Churchill, je dirais que le législateur avait le choix entre gérer la concurrence des deux ordres répressifs et faire l'effort de repenser leur ordonnancement. Il a choisi de gérer la concurrence et sera de toute façon acculé à repenser l'ordonnancement de ces deux ordres répressifs. Alors, je sais que je dois faire vite. D'une manière générale, le législateur, au lieu de répartir les compétences, a préféré les aligner. On a un alignement de beaucoup d'éléments concernant la répression des abus de marché qui est assez contestable dans cette dernière loi. Mais surtout, ce qui est le plus étonnant, voire même choquant dans cette refonte du 21 juin 2016, c'est la procédure d'aiguillage, qui est très curieuse. Alors déjà, c'est un peu une usine à gaz, elle est dans un article qui comporte quand même 11 subdivisions, ce qui montre la difficulté logique à essayer de faire cet aiguillage. C'est pas un aiguillage simple, et je pense qu'à la SNCF, il ne serait pas vraiment très efficace. Mais cet aiguillage donc, va permettre de répartir, par un accord entre l'AMF et le procureur de la République financier, la répartition des procédures. En réalité, sous couvert d'aiguillage, c'est l'hégémonie de l'AMF qui est préservée, puisque l'AMF a de toute façon un pouvoir de sanction qui est exercé bien plus souvent que celui du juge pénal. En moyenne, il y a à peu près 12 fois plus de sanctions pour le simple manquement d'initié par rapport au délit d'initié, ce qui montre bien que la répression est du côté de l'administration. Mais surtout, ce dispositif me semble contraire aux droits fondamentaux du justiciable, qui va pouvoir se retrouver aiguillé soit vers une procédure administrative, où il encourt une sanction pécuniaire, soit vers une procédure pénale avec une amende, une peine d'emprisonnement de 5 ans, plus la flétrissure quand même d'une condamnation correctionnelle. Cette alternative est contraire au principe de prévisibilité des peines. Et d'ailleurs, dans l'arrêt Camilleri de 2013, la CEDH a considéré que le choix discrétionnaire entre deux procédures qui peuvent aboutir à des condamnations différentes et donc des peines différentes était contraire à l'article 7 de la Convention qui interdit justement les peines arbitraires. Et suivant la même logique, l'aiguillage créera aussi une inégalité de traitement, dans la mesure où le justiciable ne sera pas traité de la même manière suivant le type de procédure. Et dans une décision QPC de 2013, le Conseil constitutionnel a considéré que lorsque le choix de la base de répression fait encourir des peines, une procédure et une condamnation sensiblement différentes, une telle différence méconnaît le principe d'égalité devant la loi pénale.
Donc, le choix qui a été retenu est quand même assez regrettable, ce choix d'aiguillage. On a choisi de gérer procéduralement la concurrence alors qu'on aurait mieux fait de la repenser, et ce d'autant plus que la directive et le règlement de 2014 sur les abus de marché ont été traduits dans cette loi du 21 juin 2016. Juste pour conclure, il faudrait réserver la sanction administrative pour les besoins de la régulation et la sanction pénale pour la répression des comportements qui sont véritablement antisociaux et qui, eux, appellent la plus grande rigueur. Et je pense que le droit pénal a tout à gagner à cette répartition des rôles, et pas seulement en matière d'abus de marché. La sanction administrative, en effet, pourrait opportunément décharger la répression pénale de tout ce qui, finalement, ne suscite pas la réprobation sociale. Et par un paradoxe qui n'est qu'apparent, plus de sanctions administratives contribueraient à restituer au droit pénal son caractère subsidiaire et donc, par là même, la gravité et aussi la majesté qui s'attache au droit de punir. Je vous remercie.